pense que c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Autant pour moi. Je vous partage. C'est ça du coup. Ouais, parfait. Vous voyez l'écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc on va commencer juste avec une description très générale, une overview très générale de ce qu'on va aborder dans ce cours. Donc, alors on n'a que 2 heures de SEM, donc ça va aller assez vite. Et ensuite, on aura 8 heures de TP. Et pareil, on doit faire pas mal de choses, donc ça va aller assez rapidement. Donc, je vais survoler les prérequis et ce qu'on va voir. Donc, tout d'abord, quelques abréviations. Donc, si vous pouvez les noter sur un bout de feuille, parce qu'on va les réutiliser très souvent. Donc, si vous les voyez sur les slides, c'est mieux si vous les notez à côté pour ne pas avoir à les chercher à chaque fois. Donc, GRN, ça vient de Gene Regulatory Network, donc réseau de régulation génique. D'accord? Donc ça, c'est un terme qu'on va rencontrer plusieurs fois. Une autre abréviation qu'on va rencontrer plusieurs fois, c'est TF pour Transcription Factor, donc facteur de transcription. TG pour Target Gene, donc gène cible, et GO, gene ontologie. Donc celui-là, on le verra moins, mais au cas où, je vous le mets quand même. D'accord? Voilà, donc quelques abréviations qui vont apparaître assez rapidement. Alors, juste pour une overview, donc qu'est-ce qu'on va voir? Alors tout d'abord, dans les cours de CM, dans les deux supports de CM, pendant ces 2 heures, on va voir tout d'abord quelques informations très générales sur ce que c'est que la régulation de l'expression des gènes en biologie. Donc, comme vous le savez, moi je ne suis pas biologiste, mais je veux quand même vous donner quelques infos pour que des choses que vous avez déjà vues en bio soient fraîches dans vos têtes. D'accord. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut inférer des GRN, donc des réseaux de régulation, à partir de l'expression des gènes. Donc, normalement, vous avez vu en transcriptomique comment est-ce qu'on peut mesurer l'expression d'un gène. Donc, vous avez vu les données de RNA-seq, de microarrays peut-être, où on va avoir des comptages ou une sorte de mesure du niveau d'expression, du niveau de transcription d'un certain gène dans différents contextes ou dans différentes cellules. Et donc, comment est-ce qu'on peut se servir de ce type de données pour inférer un réseau de régulation? Donc, quel facteur de transcription agit sur quel gène cible? D'accord. Donc, ça, on va le voir. Et ensuite, pendant les TP, on va vraiment faire de l'inférence. Donc, on va partir d'un vrai jeu de données d'expression génique et on va essayer d'inférer le réseau de régulation, donc avec des librairies dédiées en Python. D'accord, donc pour les prérequis, donc on va utiliser comme d'habitude les librairies que vous connaissez déjà bien, donc Pandas, Scikit-learn, NumPy, NetworkX, potentiellement, une fois qu'on aura inféré le réseau, peut-être pour l'analyser un peu, et une autre librairie qui n'est pas ici, qui s'appelle Grenadine, qui repose sur celle-là, donc ça ne sera pas très difficile à prendre en main. Donc sinon, vous avez besoin de notions en machine learning qu'on a vues au premier semestre. Donc, typiquement, qu'est-ce que c'est que la régression linéaire, les arbres de décision, des choses comme ça. Des notions en théorie des graphes, des notions en algèbre linéaire, des notions en biologie générale, et ce que vous avez déjà vu en transcripto, donc qu'est-ce que c'est que le RNA-seq, quel type de normalisation est-ce qu'il y a, ce type d'informations. D'accord? Donc je vais arrêter le partage de ces diapos-là, parce qu'on est arrivé à la fin. Sauf si vous avez des questions peut-être avant. Non?
Donc, je vais arrêter le partage et je vais lancer le partage du premier cours. Donc, c'est celui-là. C'est bon? Vous voyez les diapos? Ouais, c'est bon. Oui, nickel, super, merci. Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose qu'on va voir, c'est quelques éléments de base autour de la régulation en biologie. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par la régulation en biologie? Donc, tout d'abord, on va analyser, on va voir un peu des notions autour de la régulation de l'expression des gènes. Ensuite, on va voir quelques informations de base, encore une fois, sur les facteurs de transcription. Et on va finir par des notions sur qu'est-ce que c'est qu'un réseau de régulation génique. Donc, vraiment le cœur de ces cours qu'on aura. Donc, tout d'abord, si on commence par qu'est-ce que c'est que la régulation de l'expression d'un gène, ça va être tous les mécanismes qui vont permettre d'incrémenter ou de diminuer la création d'un produit d'un certain gène. D'accord? Ou, en d'autres termes, quels sont les mécanismes qui vont permettre d'augmenter ou de diminuer la production d'un certain produit d'un gène donné. Donc, par produit d'un gène, on peut entendre plusieurs choses, d'accord? Et en fonction de qu'est-ce qu'on va considérer comme le produit d'un gène, on va avoir une grande variété de mécanismes qui peuvent interagir et qui peuvent opérer sur cette augmentation ou cette diminution de production de quelque chose qui sort d'un gène, d'accord? Et du coup, en fonction, encore une fois, de qu'est-ce qu'on entend par ce qui est produit à partir d'un gène, cette régulation va pouvoir agir à différentes étapes. D'accord? Donc, tout d'abord, donc avant de rentrer dans ces étapes-là, dans ce qui peut jouer sur la régulation d'un gène, peut-être on peut se demander quel est le rôle de la régulation de l'expression des gènes. Qu'est-ce que ça peut permettre aux organismes vivants de faire, de réguler ces gènes-là. Donc, pour les prokaryotes et les eucaryotes, ça va permettre à l'organisme de s'adapter, d'être adaptable, entre guillemets, à des conditions environnementales différentes, à des ressources alimentaires différentes, et donc répondre à des signaux externes qui vont arriver. Donc, en changeant les niveaux d'expression des gènes que l'organisme va avoir, il va pouvoir s'adapter à différentes conditions. Pour les organismes multicellulaires, en plus, on aura d'autres phénomènes très importants comme la différenciation cellulaire, la mort cellulaire, la morphogénèse, etc. Donc tout cela sera contrôlé et sera effectué par des modifications dans le niveau d'expression des gènes. Maintenant, si on essaie de voir quelles sont les étapes dont je vous parlais, dans lesquelles va pouvoir intervenir la régulation, qui vont être impactées par la régulation, on a tout d'abord des changements ou des mécanismes qui peuvent agir sur l'ADN lui-même, donc des modifications de l'ADN. Donc là, vous avez un petit schéma où on vous dit que l'ADN va être transformé, va être modifié en quelque sorte. Donc typiquement, on peut avoir des modifications de la chromatine, donc des régions qui vont devenir accessibles à la transcription, par exemple, des zones qui ne seront plus accessibles. On va avoir aussi des mécanismes de méthylation de l'ADN, ce qui correspondra donc à la branche de l'épigénétique. L'autre échelle à laquelle la régulation peut intervenir, ça peut être à l'échelle de la transcription, donc du passage de l'ADN vers l'ARN messager. Et là, on va considérer qu'il y a
que les mécanismes de régulation à cette échelle-là seront principalement liés aux facteurs de transcription. Donc, on va voir après qu'est-ce que c'est que ces facteurs de transcription. Normalement, vous avez déjà vu ça en biologie, mais on va le revoir rapidement. Et dans ce cours-là, on va uniquement se centrer là-dessus. On va juste considérer le niveau de régulation à l'échelle transcriptionnelle. Donc, on ne va pas aller ni avant, ni au niveau de l'ADN, des modifications de l'ADN, ni après la transcription. Donc voilà, ça c'est pour délimiter le cadre du cours, mais en général, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On peut avoir une régulation à l'échelle post-transcriptionnelle. Donc, on peut avoir l'ARN messager qui est transformé en quelque chose d'autre, mais qui reste, disons, à l'échelle de l'ARN messager. Typiquement, on peut jouer sur le transport de l'ARN messager. Si jamais vous avez un mécanisme qui évite le transport de l'ARN messager, vous allez réguler de manière négative la production, par exemple, d'une enzyme qui serait codée par le gène en question. Donc, on n'a pas joué à l'échelle transcriptionnelle, on est en train de jouer sur le transport de l'ARN messager. On peut également jouer sur le splicing, on peut séquestrer, donc on peut avoir des mécanismes qui vont capturer l'ARN messager, qui ne vont donc pas permettre la production d'une protéine ou d'une enzyme à partir de l'ARN messager, ou on peut également jouer sur la dégradation de l'ARN messager. Donc dès qu'il est produit, on le dégrade très rapidement, et dans ce cas-là, on a une régulation post-transcriptionnelle. Donc, à l'échelle transcriptionnelle, on a bien une production d'ARN messager, mais juste après, par exemple, on dégrade. Donc, finalement, on n'aura pas le produit final, par exemple, l'enzyme qui devrait être codée par le gène. Et on a une autre grosse famille de mécanismes qui peut agir là-dessus, qui est liée au microRNA, qui vont pouvoir donc se fixer sur l'ARN messager, vont pouvoir donc inhiber ou bien favoriser la dégradation, par exemple, ou bien inhiber la traduction. D'accord? Et ceci nous amène à l'échelle suivante, l'étape suivante, où on va passer de l'ARN messager vers la protéine, la production d'une protéine à partir de l'ARN messager. Et donc là, un exemple de mécanisme qui peut jouer là-dessus, ça peut être par exemple le recrutement de sous-unités des ribosomes. Donc si on recrute plus de sous-unités des ribosomes, on va pouvoir jouer de manière plus globale sur la traduction. Bon. De toute façon, nous, on va s'arrêter à cette échelle-là. On va juste regarder, on va imaginer de toute façon que la régulation à laquelle on s'intéresse, ce sera la régulation transcriptionnelle. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, on va considérer que les effecteurs, les acteurs clés, disons, de cette régulation transcriptionnelle seront les facteurs de transcription. On va voir très rapidement une définition de ce que c'est qu'un facteur de transcription, donc des rappels de ce que vous avez pu voir en biologie. Donc, un facteur de transcription, ça sera quoi? Ça sera une protéine qui va contrôler le taux de transcription d'un gène donné. Donc, le passage du DNA, donc du gène, vers l'ARN messager. Alors, ce contrôle peut être positif ou négatif. Donc, on peut éteindre l'expression d'un gène ou on peut l'allumer. Ce n'est pas non plus un contrôle qui sera vraiment comme un interrupteur où si le facteur est présent, c'est on, s'il n'est pas présent, c'est off. Souvent, les rôles des facteurs de transcription seront bien plus subtils. Et donc, la présence, en fonction de présence d'autres facteurs de transcription, peut amener vers une augmentation de la production. Et dans d'autres contextes, il peut amener vers une diminution de la production. Donc, c'est pas un mécanisme qui sera binaire.
Mais de toute façon, donc, ça va jouer là-dessus. Et donc, donc, ces facteurs de transcription, leur présence va permettre d'avoir le niveau d'expression correct, entre guillemets, adapté à différents types cellulaires, par exemple. Donc, chaque type cellulaire aura une jauge particulière qui sera assurée donc, par la présence de ces facteurs de transcription. Également, ces facteurs-là vont jouer sur la présence de l'expression de certains gènes à des moments bien précis, en fonction par exemple de signaux externes, et dans la quantité qui est bien adaptée. D'accord ? Donc tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là seront en grande partie contrôlés par la présence et la quantité de ces facteurs de transcription. Alors, souvent, on va classifier les facteurs de transcription dans deux grandes familles. Une famille qu'on va appeler constitutivement active. Donc, on va considérer que ces facteurs de transcription-là sont présents dans toutes les cellules, tout le temps. Et donc, ils assurent des fonctions vraiment de base, très générales. Et en contrepartie, la deuxième famille, c'est une famille de facteurs de transcription conditionnellement actifs. Et dans ce cas-là, ils doivent être eux-mêmes activés ou désactivés. Et ceci va pouvoir jouer un rôle dans certains types cellulaires spécifiques à certains moments très spécifiques, donc lors du développement, par exemple, ou lors de signaux externes. Donc, si on regarde d'un point de vue un peu plus général, quels sont les mécanismes qui vont être contrôlés par les facteurs de transcription, on va rencontrer des mécanismes dont on avait plus ou moins déjà parlé au début, d'un point de vue très général, lorsqu'on évoquait la régulation en général. Donc, les facteurs de transcription, ou certains facteurs de transcription, vont pouvoir jouer sur la division cellulaire, par exemple, la croissance cellulaire, la mort cellulaire, le développement lors de l'embryogenèse, et la réponse à certains signaux externes comme les hormones, par exemple. Ces facteurs de transcription-là auront également un intérêt médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des mutations bien spécifiques sur certains facteurs de transcription, ceci peut déclencher certaines maladies spécifiques. Donc là, je vous ai mis un petit tableau avec quelques types de maladies qui peuvent être liées à des mutations dans des facteurs de transcription. Donc là, vous voyez par exemple que plusieurs types de cancers seront liés ou seront dus à des mutations sur certains facteurs de transcription dont les noms sont représentés ici, mais également d'autres maladies. D'où un intérêt assez important sur l'étude de ces facteurs de transcription. Alors, d'un point de vue structural, si on analyse un peu la structure d'un facteur de transcription, on va rencontrer des éléments communs à un peu tous les facteurs de transcription. Donc, on aura, donc là, on voit un dimère, en fait, un facteur de transcription. Donc en fait, c'est deux protéines qui vont se coller entre elles pour agir en formant un dimère. Et qu'est-ce qu'on a? On a deux zones, en fait, deux zones importantes. Une première zone qui correspond à ce qu'on appelle le DNA binding, donc la zone qui va se coller ou qui va interagir avec l'ADN, donc un domaine, toute une région de notre facteur de transcription de notre protéine qui va plutôt interagir avec l'ADN. Donc là, je pense en jaune, vous voyez l'ADN avec lequel interagit la protéine qui est là. Donc, un dimère ici, un dimère en bleu et un dimère en rouge. Vous avez une petite zone qui va faire le lien avec le deuxième domaine, qui est donc ce qu'on appelle le domaine régulateur. Et ce domaine régulateur va agir avec d'autres protéines et avec l'ARN polymérase pour jouer sur la transcription. Okay.
Donc, maintenant, si on regarde le mécanisme, donc là, vous voyez, si on regarde un facteur de transcription, il a ce double rôle. Donc, il interagit avec l'ADN, en bleu ici. Donc, il y a une zone qui va se coller à l'ADN, à des zones bien spécifiques de l'ADN qu'il va reconnaître, et une autre zone qui va interagir avec d'autres protéines qui vont jouer sur la régulation. Donc, ça peut être d'autres facteurs de transcription, ça peut être l'ARN polymérase, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre facteur de transcription va reconnaître préférentiellement une zone de l'ADN, par exemple un petit motif qu'il aura détecté, par exemple AAATGGC, par exemple. Hop, dès qu'il détecte ça, il va se fixer avec plus de probabilité là-dessus. À côté de ça, il va interagir avec d'autres facteurs de transcription, il va venir recruter d'autres facteurs de transcription, l'ARN polymérase, et ça va permettre d'activer la transcription du gène cible. On peut imaginer qu'il y ait le rôle inverse également, que notre facteur de transcription se fixe dans la zone là-dessus, qu'il n'interagisse pas avec l'ARN polymérase, qui ne va pas la recruter, mais qui va plutôt gêner son action. Et donc, dans ce cas-là, on aura une régulation négative. Donc voilà, là en gros, je résume ce que je viens de vous dire. Donc, il y aura la zone qui va se fixer à un domaine de l'ADN bien spécifique, l'autre zone qui va interagir avec d'autres protéines, former un complexe protéique avec des coactivateurs, des corépresseurs, l'ARN polymérase, et avoir un rôle de promoteur, de recruteur, si vous voulez, ou de stabilisateur de l'ARN polymérase, ou au contraire la bloquer. Donc là, on a vu la régulation en général, en biologie. On a vu à quelle échelle on allait se positionner, donc l'échelle de la transcription. On a vu les facteurs de transcription qui font être les acteurs clés. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on entend par réseau de régulation. Donc, si vous vous rappelez des définitions qu'on avait vues en théorie des graphes, un réseau de régulation, on peut le modéliser comme un graphe. D'accord? Un graphe qui aura donc deux éléments, comme on avait vu en cours, avec des nœuds, un ensemble de nœuds V et un ensemble d'arêtes E. Dans notre cas, V, donc l'ensemble des nœuds, sera l'ensemble des gènes de l'organisme. D'accord? Et on va imaginer que parmi ces gènes V, cet ensemble de gènes V, on aura un sous-ensemble R de régulateurs, qui sera donc inclus, qui sera contenu dans notre ensemble V, qui sera un sous-ensemble de V. Et ensuite, on va considérer qu'on a un lien, petit e, qui va appartenir à grand E, l'ensemble des liens, qui est formé par une paire de deux éléments. Donc là, on considère un graphe orienté qui va d'un régulateur R vers un autre gène quelconque. Et on va considérer qu'on a donc ce lien si R, le régulateur, le premier gène, contrôle l'expression du gène cible V. D'accord? Donc là, typiquement, vous avez une représentation d'un réseau de régulation à une petite échelle, où vous avez par exemple ce régulateur-là qui va avoir un rôle sur ce gène-là. Alors, on pourrait rajouter un autre élément qui pourrait être intéressant, qui pourrait être ou bien un poids qui pourrait être lié au degré d'importance du régulateur sur le gène, ou au degré de confiance qu'on a sur l'inférence qu'on a eue, et également un signe qui peut correspondre au fait que ce gène-là, ce régulateur-là, va avoir un rôle d'activateur ou d'inhibiteur de l'expression du gène cible. Donc là, vous voyez avec des flèches le rôle d'activateur, et avec une barre le rôle d'inhibiteur qui apparaît dans ce dessin-là. Alors, si on s'intéresse un petit peu à la topologie, donc on avait analysé en cours les topologies des réseaux de régulation, enfin des réseaux en général, des graphes en général. Et donc, si on s'intéresse à la topologie d'un réseau de régulation,
on va avoir très peu de hubs, en fait, donc de nœuds qui sont extrêmement connectés, on en aura très peu. On aura beaucoup de nœuds qui seront très peu connectés. On aura une connectivité très, très faible. Donc, si on représente ça sous la forme d'une matrice, si on regarde la matrice d'adjacence associée à ce graphe, on aura énormément de zéros, donc on aura une matrice creuse. On a une topologie en scale free qu'on appelle, donc très hiérarchisée. Et on va avoir également la présence de certains motifs qui vont apparaître avec plus de chances que du au hasard. D'accord ? Et donc ces motifs-là vont souvent avoir des rôles fonctionnels. Alors, si on met maintenant les réseaux de régulation sur un point évolutif, comment est-ce que vont évoluer ces réseaux-là? Alors, l'hypothèse, c'est que ces réseaux vont évoluer surtout par l'inclusion de nouveaux gènes dans le réseau, peu à peu. Donc, il y a un nouveau gène, par exemple, il y a un gène qui se duplique, il y a une des copies qui mute, qui change de rôle, et donc là, vous avez un nouveau gène qui est inclus dans le réseau. Vous pouvez également avoir des gènes qui se dégradent et qui disparaissent. Donc, on aura des gènes qui vont être soustraits du réseau. On va imaginer également qu'il y aura une sorte d'attachement préférentiel des nouveaux gènes vers les gènes hub, donc des gènes qui vont contrôler, enfin des facteurs de transcription qui vont contrôler déjà énormément de gènes. Voilà, et on va d'ailleurs également considérer qu'il va y avoir des modules entiers, donc des sous-graphes entiers, qui vont pouvoir être exprimés dans différents contextes. Donc on va pouvoir recruter des modules entiers pour jouer un rôle dans un autre contexte, par exemple dans un nouveau tissu qui va apparaître. Et donc, l'évolution va pouvoir se faire par module entier, donc par sous-graphe connexe entier. Voilà, donc quelques éléments pour aller un peu au-delà. Donc ça, c'est très recherche encore. Donc, ce sont des choses qui sont encore étudiées. Donc voilà pour l'introduction un peu bio. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là avant que je passe sur la partie suivante. Non? Donc je vais arrêter. Donc je vais fermer ce document-là, je ferme le partage et je vais vous partager le dernier document. Alors je pense que c'est ça. Oui. Vous voyez les diapos? C'est bon? Oui. Oui, ok, merci. D'accord, donc là on a vu la régulation au niveau de la transcription. Enfin, on a fait un petit overview sur l'aspect biologique. Et maintenant, on va voir, donc c'est vraiment le cœur du sujet qu'on va aborder ensemble, comment est-ce qu'on peut inférer des réseaux de régulation à partir des matrices d'expression de gènes que vous avez vues précédemment. D'accord ? Donc, on va voir d'abord les principes généraux et ensuite les principales familles de méthodes qui existent. D'accord ? Donc, si on commence par les principes, donc, comme je vous l'ai dit, en entrée, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir une matrice d'expression. Ça peut être du RNA sec ou du microarray. Donc, la technologie des microarrays, je ne sais pas si vous l'avez vu en cours, peut-être pas. Elle est un peu plus ancienne que le RNA sec, donc je pense que peut-être maintenant vous faites que du RNA sec.
De toute façon, vous trouvez des jeux de données de microarrays publiés ou qui sont disponibles. Donc, ça, c'est bien de savoir que de toute façon, on pourra l'appliquer à des microarrays ou à du RNA-seq. Ouais. Et souvent, dans des jeux de données classiques, qu'est-ce qu'on a? On a les gènes en ligne ou en colonne. Donc, parfois, vous trouvez la représentation transposée. Là, on va prendre cette représentation-là. Mais ne vous affolez pas si jamais vous regardez que les gens prennent la transposée. D'accord? Donc, en gros, vous avez n lignes, une ligne par gène. D'habitude, en nombre de lignes, on sera dans des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de lignes. D'accord? Et dans des jeux de données traditionnels, de RNA-seq traditionnels, donc pas du single cell, donc je pense que vous allez voir un petit peu de single cell aussi dans ce cours-là, mais donc dans des jeux de données qui ne relèvent pas du single cell, vous allez avoir souvent entre quelques dizaines et quelques centaines de colonnes. Et chacune des colonnes va correspondre à ce qu'on appelle des conditions différentes. Alors une condition, ça peut être juste un organe différent, un tissu différent. Donc, une colonne pour le foie, une colonne pour un jeu de données qu'on aura capturé sur des données de poumons, par exemple, de cœur ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ça peut correspondre, si on analyse des organismes unicellulaires, à différentes sources nutritives. Donc, par exemple, vous faites une capture en donnant du glucose, une autre capture en donnant du fructose, j'en sais rien, voilà, différentes sources, différentes conditions, voilà, que ce soit différent. Ou sinon, différents stades de développement, ça aussi c'est possible. Donc, vous faites une mesure, je ne sais pas si on prend des insectes par exemple, lorsque l'insecte est en phase de nymphe, et ensuite lorsque l'insecte est en phase adulte. Voilà. Donc vous pouvez avoir différentes conditions, vous allez avoir à chaque fois le même gène, et on aura donc souvent, donc on aura notre matrice d'expression. Dans le cas du RNA-seq, on aura donc une matrice de comptage. Il nous manque un dernier élément qui peut être important, qui peut être une annotation, donc de savoir quels vont être nos facteurs de transcription parmi les gènes, l'ensemble de gènes total. Donc cette annotation peut être manuelle, donc à travers différentes expériences et basée aussi sur des analyses bioinformatiques, on pourrait être sûr avec une annotation manuelle que certains gènes sont vraiment des facteurs de transcription. Dans d'autres cas, on peut reposer aussi sur une annotation automatique qui se fait par similarité avec d'autres gènes déjà étudiés sur d'autres espèces. Donc, si jamais au niveau de la séquence d'ADN, on regarde qu'un gène est très similaire à un autre gène, qui est déjà un facteur de transcription, on peut dire que, avec une certaine confiance, que le gène qu'on analyse serait également un facteur de transcription. Et ceci, ça peut être à l'échelle de la séquence d'ADN ou de la séquence d'acides aminés directement. Okay. De toute façon, ce n'est pas l'objet du cours. On imagine, nous, qu'on a déjà une liste de facteurs de transcription. Et le but, quel sera? Le but sera de prendre donc cette matrice et en sortie d'avoir le réseau de régulation, donc certains facteurs de transcription, les régulateurs ici en rouge, et les liens vers des gènes cibles. Voilà. D'ailleurs, un gène cible, ça peut être également un autre facteur de transcription, comme ici R3 qui va agir sur R1 par exemple. Donc ça, c'est le but final. Donc une fois que ça c'est clair, on va essayer de voir ensemble avec un petit exemple numérique, un exemple joué, comment est-ce qu'on pourrait le faire. D'accord? Donc, ce sera maintenant à vous de travailler. Donc, on imagine maintenant qu'on a le niveau d'expression dans 4 conditions différentes. Par exemple, 4 tissus différents.
le niveau d'expression de 3 facteurs de transcription et d'un gène cible. Okay, donc XTF1, XTF2, XTF3 représentent les vecteurs contenant l'expression des facteurs de transcription TF1, TF2 et TF3 respectivement, dans 4 conditions différentes. Et notre dernier vecteur, XTG0, c'est le niveau du gène cible TG0 dans les 4 mêmes conditions que précédemment. Et la question que je vous pose, c'est, à votre avis, est-ce que TF1 agirait sur TG0? Est-ce que TF2 agirait sur TG0? Est-ce que TF3 agirait sur TG0? Donc, je vous invite à regarder un petit peu ces vecteurs-là et à me dire, juste en regardant ces vecteurs, est-ce que vous pensez que TF1 agit sur TG0 et également pour TF2 et TF3? Donc, je vous laisse quelques secondes pour regarder ces vecteurs-là et ensuite, j'aimerais qu'un volontaire ou une volontaire me dise qu'est-ce qu'il en pense et quel est le raisonnement, d'accord, derrière. Donc, je vous laisse une petite minute pour regarder ça. Donc, juste peut-être pour clarifier encore une fois, donc, la première ligne ici, ça correspondrait par exemple au niveau d'expression de TF1 dans le foie, TF2 dans le foie, TF3 dans le foie, TG0 dans le foie. Deuxième ligne, TF1 dans le poumon, TF2 dans le poumon, TF3 dans le poumon, TG0 dans le poumon, etc. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que vous avez des idées de comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que du coup, on peut dire que si ça induit l'expression, ça va forcément augmenter Oui. quand on passe, genre, par exemple, non, j'ai peur de dire une bêtise, mais Non. si on induit, on aura forcément une augmentation globale, alors que si on réprime, ce sera une diminution, Mhm. et que du coup, par exemple, hem, ça, le 0,1, on peut dire que c'est 0, peut-être, c'est juste une erreur de D'accord, donc on peut dire que le niveau de toute façon sera très bas ici, on est ouais, d'accord? voilà. Alors que, donc là, le niveau est très bas, il est très bas ici, et là, il est plutôt élevé. Donc, par Ouais, rapport au niveau d'expression de TG0 en général. Donc là, et ça ressemble un peu à TF1. Enfin, très ça fait bien. ouais, Ouais. je sais Donc pas si on comment expliquer, regarde mais ouais. par rapport à TF1, en effet, on regarde que lorsque TF1 est faible, TG0 est faible. Et lorsque TF1 est élevé, TG0 est élevé également. Mmh. Donc là, on pourrait, en regardant ça, on pourrait se dire qu'en effet, peut-être TF1 joue un rôle sur TG0. En tout cas, dès qu'il est allumé, l'autre est allumé. Dès qu'il est éteint, l'autre est éteint. Alors, est-ce que c'est un vrai lien? On n'en sait rien, mais on pourrait inférer que, il a l'air d'avoir un rôle. Est-ce que si on regarde TF2, vous aurez envie de dire la même chose ou pas? Donc on regarde TF2, le niveau d'expression est à chaque fois 1,5, donc très exprimé dans tous les organes, dans tous les tissus. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire par rapport à TG0? Est-ce qu'à votre avis, on pourrait inférer qu'il joue un rôle sur l'expression de TG0? On n'aurait pas dit. Ouais, on ne l'aurait pas dit. S'il est tout le temps allumé et que l'autre fluctue, mmh, on n'a pas trop l'impression qu'il va avoir un rôle. Peut-être il nous faudrait plus de tissus pour départager ce qui se passe, mais en tout cas, avec ces 4 tissus-là, on n'aurait pas envie de dire que TF2 agit sur TG0. En tout cas, on n'a
aucun indice qui nous pousse à dire ça. Okay. Et si on regarde TF3 maintenant, est-ce que quelqu'un veut se lancer par rapport à cette, en faisant à peu près la même analyse? Donc, est-ce que lorsque TF3 est allumé, TG0 est allumé? Bah, on aurait dit c'est le contraire là. Quand il y en a un peu quand il y a TF3, il y a pas TG0. Exactement. Donc là, on dirait que c'est plutôt l'inverse. Lorsque TF3 est absent, donc là, il est à 0, là, il est à 0,3, donc on peut se dire que c'est assez faible. Là, c'est plutôt élevé pour TG0. Et lorsque TF3 est allumé, si vous voulez, lorsqu'il est actif, donc à 2,1, à 4,1, ici, le niveau d'expression de TG0 est plutôt faible. Donc on aurait envie peut-être, en regardant ça, de dire que TF3 agit, négativement sur TG0. Mais monsieur, j'ai une question. On peut Oui. pas dire qu'un facteur de transcription, il va du coup activer selon une condition ou réprimer selon une condition? Alors, on pourrait avoir, des changements de l'action en fonction des conditions, en fonction des tissus, par exemple. Heu, Lorsque on va avoir juste quelques dizaines de tissus, on ne va pas pouvoir se permettre de faire ça. On Mmh. va essayer de prendre toute l'information qu'on a, heu et heu et d'essayer d'analyser, en fonction de l'information qu'on a, si globalement, il va avoir un rôle positif, négatif ou neutre sur le gène cible. Alors, si on commence à avoir des gros jeux de données avec, par exemple, sur uniquement le poumon, par exemple, énormément de conditions différentes sur des patients différents, hem, avec des conditions expérimentales différentes, là, on pourrait commencer à dire, au lieu de considérer tous les tissus, heu, en même temps, je vais uniquement, me focaliser sur le rôle dans le tissu en question, dans le poumon, par exemple. Et là, on a déjà un jeu de données suffisamment, riche pour pouvoir le faire. Hem, Si on n'a pas un jeu de données riche, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Donc, dans un jeu de données classique, avec quelques dizaines, voire même quelques centaines de conditions, on va souvent les prendre, toutes. Mais c'est une très bonne remarque. Alors voilà, donc la réponse intuitive avec l'exercice qu'on vient de faire est de dire que TF1 va agir sur TG0 positivement, TF2 n'agirait pas sur TG0 et TF3 agirait négativement en inhibant TG0. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce que nous, on va faire pour essayer d'inférer les réseaux de régulation. Donc, ce qu'on a vu euh, vraiment de manière intuitive, disons, on va le faire de manière systématique avec plusieurs méthodologies, mais le principe sera celui que je vous ai montré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc là, on a juste transposé notre matrice juste pour visualiser ça de manière plus simple. Donc là, on a nos gènes et là, on a nos conditions. Et on va donc prendre pour chacun des gènes cibles, on va regarder nos facteurs de transcription et on va regarder, si vous voulez, cette sorte de similarité, de corrélation, si vous voulez, entre les expressions de TG1 et les expressions de chacun des facteurs de transcription. Alors, on va essayer en fait, donc là je vous ai déjà parlé de corrélation, c'est une méthode possible. On va essayer de calculer un score de est-ce que TF1 et TG1 sont d'une façon liés? Est-ce que TF2 et TG1 sont d'une façon liés? Enfin, les niveaux d'expression. Donc on va calculer des scores. Donc par exemple ici, si on imagine que les couleurs représentent les niveaux d'expression, donc rouge pour un niveau d'expression très élevé et bleu pour un niveau d'expression très faible, on voit bien que TG1, que les niveaux d'expression de TG1 et de TF1 se ressemblent vachement plus que ceux de TF2 et de TG1. Et donc, on aura un score plus élevé entre TF1 et TG1 qu'entre TF2 et TG1, pardon.
On va prendre maintenant un nouveau gène cible, donc TG2, on prend la deuxième colonne, et on fait la même chose. Et là, on remarque en fait que entre ces deux vecteurs-là, c'est maintenant TG2 qui est plus similaire à TF2 plutôt qu'à TF1. Donc, encore une fois, on aura un score plus élevé entre TF2 et TG2 qu'entre TF1 et TG2. On refait la même chose pour un autre gène, donc le troisième, on calcule les scores. On refait la même chose maintenant en prenant TF1 comme gène cible. Et donc maintenant, on va tout simplement calculer un score entre TF2 et TF1. On va faire la même chose dans l'autre sens, entre TF1 et TF2. Et on va prendre à la fin notre dernier gène, donc entre TG4 et TF1 et ensuite TF2. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a donc les scores entre chacun des régulateurs et chacun des gènes cibles possibles, en incluant les régulateurs d'ailleurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a un graphe qui relie complètement chacun des facteurs, des facteurs de transcription et tous les autres gènes, sauf les self-loop, on n'a pas des self-loop ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de sélectionner les meilleurs gènes, les meilleurs liens, pardon, ceux qui ont un score le plus élevé. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait? On viendrait couper ces liens-là parce qu'ils sont trop faibles, ils ont un score très faible. Là. Et donc, à la fin, on obtiendrait un réseau de régulation en ne conservant que les meilleurs liens. Voilà. Donc, conceptuellement, c'est comme ça qu'on va essayer de faire l'inférence de réseau de régulation à partir des données de transcriptomique. Est-ce que vous avez des questions d'un point de vue conceptuel? Donc là, on n'a pas vu du tout comment est-ce qu'on va calculer les scores, on est d'accord, ni comment est-ce qu'on va filtrer les meilleurs gènes. Mais d'un point de vue conceptuel, ce sont ces deux étapes-là qu'on va appliquer. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Dans ce cas-là, je vais vous présenter maintenant les principales familles d'inférences qui existent. D'accord? Donc, alors, les principales familles de techniques d'inférence de GRN ont été classifiées de la façon suivante. On va considérer des méthodes ou l'ensemble de méthodes qui vont se baser sur des mesures de corrélation des vecteurs de niveau d'expression entre les gènes pour obtenir les scores. Donc, dans ce cas-là, nos scores, ce sera quoi? Ce sera tout simplement des coefficients de corrélation. Voilà, donc là, vous allez pouvoir mettre dans ce sac-là, dans cette famille-là, différentes méthodes qui reposent sur différents types de corrélations que vous avez déjà vu en stats, où on peut prendre la même corrélation, mais avec différentes méthodes de sélection des gènes, pardon, pas des gènes, mais des liens les plus adaptés. D'accord? Donc, on peut jouer sur les deux étapes indépendamment. On peut jouer sur les scores, donc on peut choisir différentes méthodes de calcul de corrélation, et de l'autre partie, on peut jouer sur comment est-ce qu'on va sélectionner les meilleurs liens en regardant les scores de corrélation. Et en jouant sur ces deux choses-là, sur ces deux techniques-là, on va pouvoir obtenir différentes méthodes qui vont toutes tomber dans cette famille-là. Ensuite, une famille de méthodes qui est très apparentée à la première, c'est des méthodes basées sur l'information mutuelle. Alors, l'information mutuelle, ça va être quoi? Ça va être une mesure ça ne sera pas exactement une corrélation, mais de similarité, disons, sur les deux, enfin, si on prend deux vecteurs d'expression, ça sera de toute façon une sorte de similarité proche quand même de la corrélation, mais qui n'est pas stricto sensus de la corrélation.
Voilà. Et également, on pourra jouer ensuite sur comment est-ce qu'on calcule cette information mutuelle. Il y aura plusieurs méthodes de calcul d'information mutuelle qui vont pouvoir donner lieu à différentes familles de méthodes. Ou ensuite, lorsqu'on a calculé les informations mutuelles, comment est-ce qu'on peut sélectionner les meilleurs liens. Voilà. On peut encore jouer là-dessus. Ensuite, on va avoir toute une famille de méthodes basées sur la régression. Donc, ça peut être de la régression linéaire, de la régression non linéaire. Et je vais vous présenter, étant donné qu'on a pas mal de temps encore qui nous reste, cette famille-là un peu plus dans le détail. Et d'ailleurs, on peut étendre cette famille-là vers des méthodes, pas seulement sur de la régression, mais sur des méthodes de classification, par exemple. Donc, les méthodes de classification qu'on avait vues en cours d'IA, donc les arbres de régression ou les SVM, des choses comme ça, on va voir comment est-ce qu'on peut les utiliser pour donner un score associé au niveau de similarité, si vous voulez, ou au niveau de lien qu'il pourrait y avoir entre un facteur de transcription et un gène cible. Donc ça, on va le voir tout de suite, étant donné qu'on a un peu de temps. Ensuite, on a deux familles de méthodes qui sont un peu différentes de ces trois-là. Donc la première méthode, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui se base sur de l'inférence bayésienne. Alors l'inférence bayésienne va reposer sur les stades bayésiennes que vous allez voir normalement en 5e année. Donc ce sont des modèles qui essayent d'aller vers des notions de causalité. Alors l'avantage de ce type de méthode, c'est que au lieu de regarder une pure corrélation ou un score de lien qui pourrait être donné par une méthode de régression, par exemple, elle va essayer d'aller vers une notion de causalité qui peut être beaucoup plus intéressante. Et donc, on va essayer de créer un modèle, une espèce de modèle causal entre les facteurs de transcription et les gènes cibles. En contrepartie, ces méthodologies-là sont souvent très gourmandes en temps de calcul. Également, on va essayer d'inférer directement le modèle en entier, c'est-à-dire le réseau de régulation en entier. Donc, on n'a pas ce découplage entre calcul des scores puis sélection des liens. On essaye en même temps de faire les deux étapes et ça peut être assez gourmand en temps de calcul. Donc, ça va s'appliquer à des petits réseaux de régulation, très souvent. D'accord? Donc, si vous voulez faire un gros réseau de régulation avec énormément de liens, vous allez devoir passer par ces méthodes-là. Et également, ces méthodes bayésiennes vont souvent avoir besoin d'un premier modèle, d'un premier réseau qui va vous servir de graine de départ, à partir de laquelle raffiner le modèle bayésien, donc le modèle causal, entre guillemets. Et donc, pour avoir ce premier jet, vous allez devoir passer encore une fois par ces trois méthodes-là. Et la dernière famille va reposer sur, donc c'est ce qu'on appelle le model based. Et dans ce cas-là, ce qu'on va poser, c'est un modèle de qu'est-ce qu'on entend par un réseau de régulation. C'est-à-dire qu'on va choisir, par exemple, certaines fonctions, certains types de fonctions qui vont pouvoir exprimer le niveau d'expression, nous donner le niveau d'expression d'un gène cible à partir des niveaux d'expression des gènes target. Par exemple, ça peut être un réseau booléen, c'est-à-dire que on imagine, on fait l'hypothèse simplificatrice que les gènes ne peuvent être que allumés ou éteints et que le niveau d'expression d'un gène target, d'un gène cible, peut être expliqué comme une fonction booléenne des niveaux d'expression des facteurs de transcription. C'est-à-dire que, donc là je vais rajouter un bout de texte, que TG0 par exemple sera égal à
une fonction booléenne de TF1, par exemple, TF1 et TF2, donc il faut que les deux soient allumés, ou TF4, donc il faut que ou bien ces deux-là soient allumés, ou bien celui-là soit allumé. Et donc le modèle, cette fois-ci, c'est les liens logiques que je vais pouvoir faire, et je vais essayer de construire un modèle, encore une fois, de zéro. Donc le modèle, ce sera quoi? Ce sera, dans ce cas-là, un ensemble d'équations qui va nous permettre de comprendre au mieux ou d'expliquer au mieux les niveaux d'expression des gènes cibles en fonction des niveaux d'expression des facteurs de transcription, en les agençant, par exemple, avec des opérateurs booléens, si jamais on fait un réseau booléen ou d'autres types de liens. D'accord? On n'a pas forcément besoin de faire une fonction booléenne, on peut partir sur d'autres considérations. Alors là, je vous ai détaillé, juste avec cette diapo-là, les différentes familles. Sur Internet, vous allez trouver, j'avais mis en fait quelques descriptions en plus que j'ai faites directement oralement dans le cours, mais qui reprennent à peu près les mêmes idées. Alors, si on va voir la dernière famille, encore une fois, cette famille-là sera plutôt gourmande en termes de temps de calcul à lancer, parce qu'on va devoir se balader dans l'espace des modèles, donc dans l'espace des réseaux de régulation possibles, sans être guidé par quoi que ce soit. On va devoir faire cette exploration dans un espace gigantesque et essayer d'optimiser un certain critère. Donc, dans la plupart des cas, ça va être l'adéquation entre ce qu'on explique avec notre modèle et les vraies données. Et donc, on va lancer cette espèce d'optimisation dans l'espace des réseaux possibles, des modèles possibles. Donc, ça peut être assez gourmand en temps de calcul. Et là, vous allez retrouver en fait des méthodes d'optimisation que vous avez peut-être déjà vues en cours d'optimisation, donc les algorithmes génétiques, par exemple, ou le recueil simulé, qui vont nous permettre donc de faire de manière intelligente cette recherche dans l'espace des réseaux possibles ou des modèles possibles pour obtenir le meilleur ou un modèle optimal ou sous-optimal qui nous expliquerait nos données, qui nous modéliserait les données. Donc, voilà pour les principales familles. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire un focus sur la famille à base de régression ou de classification, parce que c'est celle qu'on va utiliser en fait dans les TP. Et juste peut-être un dernier mot sur les familles. Là, en fait, ce n'est pas une famille contre les autres. Souvent, on va devoir lancer plusieurs familles de méthodes pour recroiser les informations que chacune des familles va nous donner et avoir un faisceau d'évidence qui va nous conduire vers des inférences avec plus de chances de ne pas se tromper, ou moins de chances de se tromper. Donc les méthodes, là, elles ne sont pas vraiment en compétition, elles seront plutôt complémentaires, en fait. Et en particulier, les deux dernières, qui vont avoir besoin parfois d'une graine de départ qui peut être produite de manière plus simple avec ces trois familles-là, et qui vont permettre d'obtenir d'autres connaissances en plus qui ne pourraient pas être obtenues avec ces trois-là. Donc, dans le cas bayésien, on aurait un modèle un peu causal, et dans le deuxième cas, on aurait un modèle générateur. Donc, on pourrait essayer d'agir sur le modèle, donc casser des liens, rajouter des liens, et de voir comment est-ce que ces changements-là vont agir sur notre système. Donc, ce sont des choses qui nous permettent ce sont des modèles qui nous permettent de lancer d'autres types de manip, d'aller au-delà. Et celles-là vont directement nous permettre d'obtenir un guess initial, donc un réseau initial avec plus ou moins de confiance. Et donc, toute cette famille-là vont être
complémentaires et on va les appliquer dans des cas en fonction des besoins qu'on aura. Donc, dans les TP, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur les 3 premières familles, donc les corrélations, l'information mutuelle et surtout la régression et la classification. On va regarder ces 2-là en priorité. On va les appliquer à des données réelles et on va essayer de comparer leurs résultats, voire j'aimerais bien que vous puissiez vous poser des questions en général sur, sachant qu'on a ces données-là, on a ces méthodologies-là, qu'est-ce que vous voulez explorer? Et donc, c'est ça qu'on va voir pendant les deux séries de TP. D'accord? Donc, comme on a quelques minutes encore, donc je vais arrêter le partage tout de suite. Je vais aller chercher les slides qui vont présenter en fait les principes un peu plus dans le détail des méthodes à base de régression et à base de classification, qui sont en fait celles qui nous ont permis de présenter la librairie Grenadine. Et je reviens tout de suite. OK, donc je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc maintenant, je vais vous présenter donc ce nouveau jeu de slides, comme je vous le disais, qui va nous permettre de voir un peu plus dans le détail les dernières familles dont je vous ai parlé. Donc, c'est la base de régression et à base de classification. Donc, c'est un jeu de slides en fait que j'avais utilisé pour présenter un travail qu'on avait présenté à une conférence internationale avec une stagiaire de TC qui avait travaillé avec nous pour mettre en place la librairie dont on va s'en servir, qui s'appelle Grenadine. Et donc, on présentait cette librairie-là et les principes de base à cette conférence internationale. Donc là, je vais aller assez rapidement sur certaines slides qu'on a vues ensemble. En fait. Donc là, c'était les définitions des réseaux de régulation. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la première partie du cours. Donc, je vais sauter. Là, c'était sur comment va se faire l'inférence. Donc, l'inférence à base de méthodes de régression et de méthodes de classification et encore des méthodes de corrélation d'informations mutuelles tombe sur une famille plus globale qu'on va appeler data-driven, donc conduite par les données. Donc, on n'a pas besoin de connaissances supplémentaires ou d'hypothèses supplémentaires. D'accord. Et voilà, celle-là, elle se base uniquement sur les données d'expression des gènes. On a des méthodes qui vont se reposer sur d'autres types de données en plus, donc on ne va pas voir du tout en cours. Et donc, comme je vous le disais, on va partir de cette matrice d'expression, on a les gènes, les conditions, on va passer vers une matrice de score avec nos facteurs de transcription et nos gènes cibles. Et à l'intersection entre chaque facteur de transcription et chaque gène cible, on a un score. Plus fort est le score, plus on a de liens, si vous voulez, entre un facteur de transcription et un gène cible. Et à la fin, on aura donc, à partir de cette matrice, on sélectionne les meilleurs liens pour obtenir notre réseau de régulation. Alors, si on se concentre maintenant sur d'abord la famille à base de corrélation et d'informations mutuelles, ça revient à ce que je vous avais montré avec l'exemple intuitif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque paire de facteurs de transcription gène cible, donc on prend un facteur de transcription, on prend un gène cible, donc ici TF1 et TG5, on calcule leur information mutuelle ou leur corrélation, et je viens remplir dans ma matrice de score la case associée au facteur de transcription TF1 et au gène cible TG5. Donc là, dans cette case-là, je vais tout simplement mettre la corrélation, par exemple, ou l'information mutuelle
entre les vecteurs considérés, entre le vecteur d'expression de TG5 et le vecteur d'expression de TF1. Donc ça, c'est pour la corrélation et l'information mutuelle, donc le cas le plus simple. Alors, si maintenant on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire ça avec des méthodes de régression, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va prendre ce vecteur-là qui représente les niveaux d'expression de TG5 dans les différentes conditions, et on va essayer de faire une fonction. Ça peut être une fonction, une approximation linéaire tout simplement, ou autre, qui va nous prédire ou nous donner le niveau d'expression de TG5 dans les différentes conditions à partir des niveaux d'expression de TF1, TF2 et TF3. Donc on pourrait imaginer un cas linéaire tout simple, en fait, un modèle linéaire tout simple où on va juste mettre des coefficients, un coefficient devant x TF1, un autre coefficient devant x TF2 et un troisième coefficient devant x TF3. On fait la somme pondérée de ces trois vecteurs et cette somme pondérée avec des coefficients les plus adaptés nous donnerait une approximation de x TG5. Donc ça serait dans un cas linéaire, donc le cas le plus basique. Et on pourrait imaginer d'autres configurations là. Une fois qu'on a cette fonction-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut extraire ce qu'on appelle la feature importance. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que TF1, donc XTF1 ou XTF2 ou XTF3 ont été importants dans la tâche de régression. Donc, dans un cas de régression linéaire, est-ce que vous aurez une idée de score qui nous donnerait la feature importance, donc l'importance de chacun de ces trois éléments? Qu'est-ce que vous aimeriez prendre comme importance, comme score qui vous donnerait l'importance de TF1, TF2 et TF3 dans la tâche de régression, avec une régression linéaire simple? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est clair ce que je vous demande? Donc, peut-être c'est pas très clair. Donc, si jamais on a x TG5, je vais juste noter, allez, je vais juste noter ça, TG5 égale, je vais juste réduire la taille de ça, ça va être trop gros sinon. Imaginons que je dis que TG5 est égal à 0,1 fois TF1 plus moins 10 fois TF2 plus 14 fois TF3. Et si on imagine que les niveaux d'expression entre TF1, TF2 et TF3 sont comparables, lequel de ces trois vecteurs est le plus important dans la tâche de régression, contribue le plus à la reconstruction de TG5? Est-ce qu'ils contribuent tous au même niveau? Du coup, TF3, il contribue plus? Exactement. Exactement. TF3 va contribuer vachement plus. Et ensuite, c'est lequel des deux restants qui va contribuer le plus entre TF1 et TF2? TF2 va contribuer plus? Exactement. TF2 va contribuer le plus en négatif cette fois-ci. Donc, un score qui représenterait, par exemple, l'importance de chacun de ces facteurs de transcription, ça serait, par exemple, la valeur absolue du coefficient de régression linéaire simple dans la tâche de régression. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est un exemple. Alors,
il y a d'autres méthodes qui vont vous permettre de ne pas faire de la régression linéaire simple, de faire ça de manière plus sophistiquée en pouvant capturer des liens non linéaires potentiellement. Mais ce qu'on va obtenir à la fin, donc ça peut être un score qui va représenter l'importance de chacun de ces 3 facteurs sur la tâche de régression. Il y a déjà des méthodes qui vont directement, carrément, vous donner une feature importance. Donc, je ne sais plus si... Donc, on avait vu en cours d'IA, on avait vu des arbres de régression. Si on met, au lieu de prendre un seul arbre de régression, on prend un ensemble d'arbres de régression indépendants, on aura ce qu'on appelle une forêt aléatoire. Et dans ce cas-là, on peut également déduire des scores de feature importance en regardant directement notre forêt. Donc ça, c'est quelques exemples de comment est-ce qu'on peut calculer ce score, en fait. D'accord ? Et en un coup, on aurait donc, en regardant cette tâche de régression, on aurait nos scores associés pour TG5 à TF1, TF2 et TF3. Donc ça, c'est pour la régression. Et maintenant, on peut faire à peu près la même chose pour la classification. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'essayer d'avoir un modèle, comme dans le cas de la régression, qui nous prédit le niveau d'expression de TG5 en fonction des niveaux de TF1, TF2 et TF3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord discrétiser les niveaux d'expression de TG5. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce qu'on aurait serait non pas des niveaux d'expression continus, mais des classes de niveaux d'expression. Donc ça peut être très peu exprimé, moyennement exprimé, très exprimé, si jamais on a une discrétisation avec 3 niveaux. Si on a une discrétisation avec 2 niveaux, ça pourrait être éteint ou allumé. D'accord ? Donc là, on a cette première étape de discrétisation du niveau d'expression du gène cible. Ça va nous donner un vecteur de classe Y. D'accord ? Et maintenant, au lieu d'appliquer une méthode de régression, on applique une méthode de classification. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de retrouver vraiment le niveau d'expression du gène, on va essayer de retrouver, d'avoir une fonction, un modèle qui va nous prédire la classe du niveau d'expression du gène cible en fonction des niveaux d'expression des gènes target. Donc, par exemple, ça veut dire que en fonction des niveaux d'expression de TF1, TF2 et TF3, on essaierait de voir si TG5 est allumé ou éteint, si on imagine qu'on a une classification binaire, ou peu allumé, moyennement allumé et très fortement allumé, si jamais on a 3 classes, etc. Encore une fois, lorsqu'on a ce modèle de classification, on peut déduire des feature importance, donc l'importance de chacune de ces features-là, donc l'importance de chacun de ces facteurs de transcription dans la tâche de classification. Est-ce qu'ils sont importants ou pas pour prédire le niveau, la classe du niveau d'expression de TG5, ou est-ce que ce n'est pas important? Voilà. Et encore une fois, donc de manière similaire au cas de régression, on va pouvoir remplir notre matrice avec ces scores-là. Alors, nous, on avait essayé de comparer ces méthodologies-là avec des méthodologies déjà existantes pour valider la librairie qu'on allait présenter. Donc, typiquement, pour la tâche de classification, on avait pris K-means pour discrétiser le niveau d'expression de TG5. Donc, donc les classes, cette fois-ci, ça serait des clusters, des clusters de niveau d'expression.
Pour notre tâche, on avait déterminé avec la méthode du coude qu'avec 5 clusters, on avait un nombre de classes euh, suffisant pour expliquer nos données et on allait pouvoir donc ensuite lancer la discrétisation avec Camins et entraîner donc nos modèles de classification pour faire ça. Donc, je ne vais pas aller au-delà parce qu'au-delà, on commençait déjà à montrer les algorithmes et peut-être que vous allez pouvoir faire ça en TP. Donc, je ne sais pas, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez qu'on rentre maintenant dans les détails de comment on peut utiliser Non, vaut mieux qu'on le fasse en TP. Comme ça, vous allez voir d'un point de vue pratique comment est-ce que ça peut marcher. Donc, je pense qu'au niveau des slides, on peut s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions avant que je ferme le partage? Non, vous n'avez pas de questions? Donc, je vais fermer ça.